Donc, fort de ces premiers constats, nous allons du coup maintenant accueillir les invités experts en leur domaine de cette soirée. Et donc, du coup, vous rentrez. Enfin, ce qu'on voulait aussi passer comme message tout au long de cette conférence, c'est que ce changement de paradigme, en fait, il est assez urgent. Il est urgent pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un besoin vital pour l'enfant. C'est ce que va notamment nous démontrer Moïna Fauché de la Vigne. C'est aussi un besoin exprimé par les enfants eux-mêmes, en fait, quand on les écoute. Et ça, c'est ce qui illustrera notamment la démarche initiée par le département sur les cours de collège. Et enfin, que c'est possible, c'est concret, durable et approuvé. Et pour témoigner de ça, nous sommes heureux d'accueillir ce soir l'équipe élue paysagiste, concepteur et directeur d'école pour un retour d'expérience sur le pôle enfance de Bouvron. Donc je vais laisser la parole à Moïna Fauché de la Vigne pour du coup introduire cette partie. Cette partie, nous avons décidé de la nommer des cours vertes pour plus de matière grise. Voilà. Merci. Donc on a vu plein d'exemples dans l'introduction déjà sur des cours d'école. Donc il y a d'ailleurs quelques petits diapos que je vais passer un peu vite parce que pour pas que ça fasse trop répétition par rapport à ce qui a été déjà dit. Mais en gros, je pense que vous avez compris que les cours d'école, il y a beaucoup d'enfants pour qui c'est pas un endroit idéal. Et je voulais juste rappeler un point que je trouve important, c'est que les cours d'école, on pourrait se dire que c'est un lieu qui est un espace de jeu et qui est un endroit qui est chouette pour les enfants. Mais les cours d'école, c'est aussi un espace qui est pour beaucoup un espace où on peut avoir peur. C'est un espace où il y a du harcèlement. C'est un espace où on se fait mal, effectivement, avec le goudron quand on tombe. Donc c'est pas un espace qui est particulièrement sécurisant, apaisant aujourd'hui. Et aujourd'hui, en France, il y a plus d'un enfant sur 10 qui est victime de harcèlement scolaire. Et on parle beaucoup des réseaux sociaux. Et bien sûr que les réseaux sociaux ont un rôle dans le harcèlement scolaire. Mais on ne se pose pas la question de ces espaces, de la qualité de ces espaces dans lesquels les enfants passent du temps tous les jours. Et je pense que c'est aussi un espace qu'il faut prendre en compte et re-questionner sur cette qualité de vie qu'on offre et de cadre qu'on offre aux enfants aujourd'hui, par rapport notamment à la question du climat scolaire. Donc ça, c'est un autre exemple, comme vous connaissez. OK, donc on passe. Donc les cours aujourd'hui, elles sont plates et elles sont vides. Donc ça, c'était des cours il y a quelques années, et ça, c'est les cours aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup évolué, on est d'accord. Donc je passe. Ça, c'est une citation que je voulais vous montrer. C'est par une paysagiste danoise que j'avais interviewée, et qui décrivait les cours comme des endroits qui sont plats et vides. Et un endroit qui est plat et vide, c'est un endroit qui n'est pas du tout sécurisant pour les enfants. Donc je trouvais que prendre ça comme point de départ, c'était intéressant, et de se dire qu'à partir d'un espace qui est plat et vide, comment on pourrait faire pour que ces espaces ils soient plus vivants, plus riches, plus complexes, plus apaisants pour les enfants, pour faire un endroit qui est aussi plus joyeux, où on puisse se sentir bien. Je voulais juste revenir un petit peu en arrière, donc ça on se décale un petit peu des cours de récréation, mais quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet d'éducation et de la place de la nature dans l'éducation et de l'accès au dehors pour les enfants, j'ai fait un reportage notamment au Danemark, où j'ai visité des écoles en forêt. Et donc là-bas, les écoles en forêt, c'est quelque chose qui est tout à fait classique, normal. C'est 20% des écoles maternelles qui sont des écoles qu'on appelle des écoles en nature, donc où les enfants passent de 3 à 5 heures par jour dans un espace qui est riche, qui est vivant, qui est intéressant, et surtout, c'est un espace où on se libère des contraintes qu'on a dans une salle de classe. Parce que on parlait des cours de récréation, mais effectivement, les cours, en général, ils se passent à l'intérieur d'une salle de classe, c'est-à-dire un espace qui est fermé, où on n'a pas beaucoup de place. Comme là, en fait, si on voulait tous se mettre à jouer dans cet espace, ça ne serait pas un espace idéal, et même pour apprendre, ce n'est pas un espace idéal. Et on pourrait commencer à se taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord pour l'utilisation de l'espace. Alors que si on était dans un espace ouvert, sans plafond, où il n'y a plus de problème de bruit, où il n'y a plus de problème d'espace, et ça change déjà beaucoup de choses. Sans parler de tout l'intérêt que ça a par rapport au lien à la nature, etc. Mais même sans rentrer là-dedans, rien que par rapport à ce que ça permet pour libérer des contraintes et arrêter de dire « reste assis, ne fais pas de bruit, ne cours pas dans la classe », dans un endroit comme ça, en fait, on peut faire du bruit, on peut courir, on peut aussi ne rien faire du tout et être tranquille, mais il y a ces différents possibles. Et un enfant qui aura besoin de faire du bruit à un moment, il ne dérangera personne d'autre. Et en maternelle, il ne sera pas considéré comme un enfant qui pose problème à l'école et qui n'est donc pas adapté à l'école.
Ça, c'est une des premières scènes que j'ai vues en arrivant là-bas, dans cette école à Schoven. Donc quand on arrive de France, eh ben, ça fait un peu bizarre de voir des enfants de 4 ans avec des scies. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est pas tellement qu'ils apprennent à couper du bois, mais c'est qu'en fait, ils puissent le faire dans un cadre qui a un cadre. En fait, on leur offre et de l'espace et du matériel et un cadre sécurisé qui a été pensé en amont. Ces enfants, ça fait, je pense que ils aiment beaucoup scier du bois. C'est pas tous les enfants de l'école qui aiment scier du bois, mais eux, ils aiment particulièrement ça. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont dans cette école. Ils ont commencé avec un épluche légumes à apprendre à faire le mouvement. Et c'est des choses qui sont cadrées et pensées. C'est pas, on va pas donner un couteau à chaque enfant dans la classe et on verra ce qui se passe. Bien sûr que non. Donc c'est un espace qui est posé et ça permet surtout aux enfants de mener cette activité parmi d'autres et de pouvoir aller au bout de leur activité aussi. Et ces enfants, moi au départ, quand je les ai vus, je me dis, il ne va jamais réussir à couper son bout de bois. Et finalement, il a passé beaucoup de temps. Après, il s'y est mis avec son ami. Ils ont coupé plusieurs... Et ça a duré plus d'1 heure, en fait. Et donc, ils étaient concentrés, ils allaient au bout, ils développaient leur persévérance, ils développaient leur capacité de coordination entre eux, etc. Donc, c'est pas seulement de devenir bûcheron, c'est aussi de développer toutes ces autres capacités et avoir la joie de pouvoir le faire aussi. Ça, je trouvais ça intéressant pour montrer aussi les possibilités côté aménagement. Ça, c'est une école en forêt, mais où ils ont beaucoup construit de mobilier. Il y a un tipi aussi, enfin, il y a plein de choses, et plein de petits espaces. Et donc ça, c'est des tables qu'ils ont construites là-bas. Et c'est des tables où on peut se mettre debout dessus pour monter sur la corde, par exemple. Mais c'est aussi des tables où on peut faire la peinture, où ils sont debout de ce côté-là, et de l'autre côté, l'adulte, il est debout aussi. Donc tout le monde est au même niveau. Et donc, c'est des éléments qui sont évolutifs, qu'on peut utiliser de différentes façons et qu'on a le droit d'utiliser de différentes façons. Donc, par rapport à ces écoles en forêt au Danemark, donc c'est un phénomène qui a plus de 60 ans déjà. Donc, ça s'est vraiment développé dans le temps. Comme je vous disais, ça s'est développé sur place, notamment au Danemark, mais ça s'est vraiment développé dans beaucoup d'autres pays dans le monde, notamment en Allemagne. Maintenant, il y a plus de 2000 écoles en forêt aussi. Et en fait, cette évolution et cette expansion des écoles en forêt, malgré le nombre qui augmente, il y a toujours ça ne correspond toujours pas, ça ne suffit pas à la demande qui augmente. Parce qu'en parallèle de ça, depuis plusieurs décennies, il y a tout un champ de recherche qui s'est développé sur les effets et les bénéfices d'une éducation dans la nature, d'une éducation par la nature, sur la réussite scolaire, sur les apprentissages, sur le bien-être, sur la motricité, etc. etc. Donc c'est aussi... c'est une école, j'aime pas le terme, mais c'est quelque part aussi une façon d'avoir une école qui est efficace, qui est agréable pour les enfants, mais qui est aussi qui fonctionne bien. Alors en Allemagne, là c'est des photos d'une école à Berlin, une école en forêt. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que là-bas ou ailleurs d'ailleurs, les écoles en forêt, c'est pas que des écoles qui sont dans des milieux très ruraux, mais c'est aussi des écoles qui sont en ville, et où ils vont s'organiser pour faire une matinée au vin en bois et puis après on passe l'après-midi à l'école. Il y a plein de possibles différents. Ça peut sembler un peu bizarre, un peu pas très sérieux, mais en même temps, maintenant on sait que c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on peut apprendre bien et qu'on peut se concentrer. Et même pour la réussite scolaire, c'est intéressant et pour les résultats. Et ce qui est un élément intéressant aussi, je trouve, c'est que dans des cadres comme ça, c'est des cadres aussi qui permettent à chaque enfant de trouver sa place à l'école et d'apprécier aussi l'école parce que ça correspond à... Parce que justement, par rapport à ces histoires de contraintes, ça permet plus de choses et donc chacun peut trouver sa place. Et le rôle de chaque enfant aussi, quand on est dehors, ça sera peut-être un enfant qui est assis là et qui n'est pas bien parce qu'il a besoin de bouger, on va le considérer comme problématique. À l'extérieur, ça sera lui qui aura plein d'idées par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à un jeu qu'on pourrait faire, etc. Donc cet enfant, il sera vu différemment par ses autres camarades, par son enseignant aussi, qui aura une vision différente de cet enfant. Et on sait que la façon dont la qualité de la relation entre l'enseignant et l'enfant est très importante pour que ça fonctionne. Donc ça permet une école plus inclusive. Et quand on sait, quand Mathilde et Delphine parlaient des cours qu'on a aujourd'hui en France, on peut se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas leur offrir
quelque chose de différent? Est-ce que c'est vraiment adapté d'avoir des cours d'école qui sont complètement goudronnés? Est-ce que ça correspond à la façon dont on se sent bien et dont on peut bien apprendre? Je pense que ça se questionne, quoi, tout à fait. Ça, c'est des topinambours à droite, et en fait, quand on est en maternelle, ça peut faire une jungle directe, quoi. Je trouve ça chouette. Ça, c'est à Strasbourg, cette photo. Bon, ça, on passe, on connaît comment ça se passe à l'intérieur. Quand on parlait par rapport aux besoins des enfants, en fait, les besoins des enfants, ils n'ont pas tellement évolué, mais par contre, la vie des enfants, surtout la vie des enfants en dehors de l'école, elle a changé en quelques décennies. Parce que les enfants, aujourd'hui, maintenant, ils sont à l'intérieur. En dehors de l'école, ils sont à l'intérieur, ils ne jouent plus dehors. Donc là, les enfants, le seul temps qu'ils vont passer dehors, ça va être le temps à l'intérieur de l'école, à l'intérieur de la crèche. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se dire quel est l'environnement qu'on leur offre à ces enfants-là. Et ça, c'est le cas aussi bien en ville que dans des milieux urbains, périurbains, en milieu rural. Ce phénomène d'enfants qui rentrent dedans et qui ne jouent plus dehors, c'est quelque chose qui est vraiment répandu. Et si dans la salle, il y a des enseignants ou des éducateurs, je pense que vous avez tous des anecdotes en tête d'enfants qui n'osent pas mettre un pied par terre et qui ont peur d'un ver de terre, et qui se sentent vraiment pas à l'aise parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. En fait, les enfants, aujourd'hui, ils sont coupés du sol, ils sont hors sol, comme des tomates qui ne sont pas très bonnes, quoi. Donc, quand vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que c'est bon pour eux, est-ce que c'est bon pour leur développement? Bah, c'est sûr que ce n'est pas bon pour leur développement. Et il y a par exemple des personnes comme le philosophe Baptiste Morisot, que je pense que quelques-uns connaissent ici, qui questionnent ça et qui parlent de crise de sensibilité, parce qu'un monde étriqué qu'on offre aux enfants, c'est leur monde à eux, et c'est le monde qu'on rétrécit. Et donc c'est un monde dans lequel, donc on ne peut pas développer complètement sa sensibilité, on ne peut pas développer tous ses sens si on est dans un espace qui sont trop pauvres. Donc par rapport à ce besoin de dehors, il y a deux choses qui sont possibles. Il y a bien sûr les cours de récréation, et il y a aussi le fait de pouvoir faire classe en dehors de la classe, ou même en dehors de la cour de récréation, en dehors de l'école. Donc ça, j'en parlerai après. Mais déjà, par rapport aux cours de récréation, les cours de récréation, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que c'est un espace... Bien sûr, l'école n'est pas la solution à tout, et n'est pas la solution à tous nos problèmes. Mais par contre, travailler sur les cours d'école, ça veut dire travailler sur un espace dont on est sûr que tous les enfants vont profiter à l'école, parce que l'école est obligatoire, donc c'est un espace où tous les enfants vont. Travailler sur les espaces verts d'une ville, c'est bien sûr très important, mais ça peut être des espaces qui ne sont pas utilisés par les gens, alors que les cours de récréation, c'est vraiment utilisé par tout le monde. Donc d'ailleurs, c'est sur ce point-là que, par exemple, une ville comme Anvers, en Belgique, a décidé de faire un travail pour améliorer les espaces extérieurs des écoles, en se disant il faut qu'on puisse offrir un accès quotidien à tous les enfants. Et donc pour ça, il faut passer d'abord, en priorité, par une amélioration de la qualité des cours d'école. Alors, juste cette photo-là, c'est une cour pas très intéressante non plus, comme on en a vu plusieurs. Ça, c'est au Danemark. Il y a aussi des trucs pas idéaux. Et ce qui est intéressant dans cette cour, je vais vous montrer après ce qu'ils ont pu faire, c'est une cour où le sol était pollué en dessous. Et donc, ils n'ont pas du tout cassé tout le goudron, mais ils ont rajouté de la terre au-dessus, ils ont rajouté des buttes, ils ont planté. Et donc, on peut même sans casser trop en dessous, on peut arriver à faire des choses qui sont intéressantes. Et ce que je trouve intéressant aussi là-dessus, c'est qu'on voit, c'est vraiment le contraire d'une cour plate et vide. C'est une cour dans laquelle on peut se cacher derrière. C'est une cour où on peut explorer. C'est une cour où on peut creuser. C'est une cour où on peut construire des choses. C'est une cour où il y a des possibles, en fait. Tac. Ça, c'est un autre exemple aussi dans le même espace. Et donc, on a aussi vu qu'il y a des choses qui se passent en France. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que ça se passe aussi en France, parce que ça montre que c'est possible de le faire, ça montre que c'est permis, que c'est légal. Et d'après les retours qu'on a, je pense que là, quand on va entendre tout à l'heure l'exemple ici, et avec des cours, par exemple les cours Oasis, il commence à y avoir des témoignages d'enseignants qui voient les évolutions qu'il y a eu par rapport au climat scolaire, etc. On voit que ça a une vraie influence sur les enfants. Ça, je voulais juste vous montrer quelques exemples. Ça,
En fait, j'en peux plus de ces photos, faut que je les enlève. Ça, c'est à Strasbourg, c'est là où il y avait les topinambours, je vous ai montré tout à l'heure, dans le quartier de Haute-Pierre, et c'est l'école Jacqueline, parce qu'une école, ça peut être changé parce que la mairie le décide, et ça peut être aussi des enseignants ou des parents d'élèves qui se disent « moi, j'ai envie de changer l'espace ». Et donc là, c'était il y a une dizaine d'années, où des enseignants se sont dit bah, « nous, les écoles en forêt, on aimerait bien, mais dans notre école publique, dans le quartier de Haute-Pierre à Strasbourg, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'espace à côté qui soit vraiment utilisable. Mais par contre, on a pas mal d'espace extérieur, on a de l'espace, mais qui n'est pas très riche. Donc on va le faire évoluer. » Et donc la ville, au départ, a rien fait, mais elle a fait une chose qui est quand même déjà super. Elle leur a permis de faire évoluer l'espace. Donc ils ont apporté beaucoup de choses. Ils ont apporté de la terre, ils ont apporté plein d'éléments naturels, des branches, des cailloux, enfin plein de choses complètement folles. Et ils ont fait un espace qui est devenu assez intéressant. Donc ça, c'est après un petit peu de temps, ça a eu le temps de pousser. Ça, c'est les photos de Joël Quintin qui a travaillé sur ce projet-là à l'époque avec les deux enseignantes. Donc, ils ont planté, mais ils ont aussi apporté plein d'autres matériaux. Et donc, au départ, cet espace-là, j'ai pas mis de photos, mais en gros, il y avait les arbres qui étaient déjà là, vous voyez, et il y avait une petite pelouse rane, et puis c'est tout, quoi. Et donc, en fait, là, maintenant, on a du relief, on avait une butte, ils ont fait un petit filet d'eau. Il y a les topinambours qu'on voit là aussi. Et cet espace, finalement, il a été utilisé par les enseignantes et tous les matins, elles faisaient classe dans cet espace-là. Parce que c'est aussi un espace qui peut être un espace d'apprentissage. Parce qu'il y a plein de possibilités, on peut compter, on peut faire des maths, on développe le langage, l'imagination. Enfin, voilà. Et ce qui est frappant dans cet espace-là, par rapport aux cours dont on a l'habitude, c'est un espace qui est riche en éléments, où il y a des matériaux, où il y a des éléments, où il y a plein de pièces détachées. Et ça, c'est tout l'intérêt d'avoir des pièces détachées et pas juste un sol et une structure. C'est qu'on a plein de possibilités pour faire évoluer l'espace, pour construire des choses, pour imaginer. Et ça, c'est... je ne sais pas si vous connaissez la théorie des pièces détachées de Simon Nicholson, un architecte américain, et qui disait que c'était en fonction de la qualité des variables et de toutes les variables qu'il y avait dans un espace qu'on pouvait le plus développer la créativité, l'imaginaire, etc. Vous voyez la photo tout à l'heure avec le goudron, effectivement, ce n'est pas le meilleur endroit. Si on a des bâtons et plein de choses, là, on peut commencer à imaginer beaucoup plus. Et tous les enfants, ils aiment jouer avec les variables. Pas que ceux qui deviennent architectes. Donc là, c'est une autre photo aussi à l'école Jacqueline. Donc là, c'est au bout de quelques années, il y a la mairie qui a dit bon, bah, OK, on va enlever une partie du goudron pour aussi réaménager. Donc ils ont fait un espace où il y a de l'eau qui s'infiltre, ça fait un espèce de jardin de pluie. Donc ça, c'est les premières cours Oasis à Paris. Donc c'était vraiment pas très intéressant parce que c'était juste avec un axe de lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'était quoi? C'était juste une solution technique pour qu'il fasse moins chaud dans les cours. Donc en fait, on ne re-questionne pas du tout l'espace de la cour, où on ne pense pas aux besoins des enfants, mais on se dit, ce sont des îlots de chaleur, faisons-en des oasis de fraîcheur. Donc le goudron, on va le remplacer par une surface qui est un peu perméable, qui réfléchit moins à la chaleur, etc. Donc les premières cours, elles étaient vraiment pas très intéressantes, et en plus, comme elles ont été faites sans concertation, ben, les équipes se sont trouvées avec ça à la rentrée, et ça faisait un sol qui était glissant et tout, c'était une catastrophe. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis, ça a évolué. Et depuis, ils ont fait notamment un voyage d'études en Belgique, où ils ont vu des cours comme ça, et où il y a des personnes de différents services, des écoles, mais aussi de la ville, des espaces verts, etc., des architectes, etc., qui sont allés les voir, et qui ont vu ce qui était possible de faire dans ces cours qui avaient été réaménagés récemment, enfin depuis quelques années. Et ce qui les a frappés, c'est à quel point tous les enseignants leur disaient, en fait, c'est des cours où le climat scolaire est beaucoup plus apaisé, où les enfants arrêtent de se taper dessus, ils se sentent bien, ils se sentent en sécurité. Et alors que la première question, en général, quand on refait une cour, quand on touche à une cour, c'est la question de la surveillance et de la sécurité. En fait, des cours comme ça, elles sont finalement beaucoup plus sécures. Et il y a des études qui ont été faites aussi à Berlin sur le taux d'accidents dans les espaces qui ont été repensés, qui ressemblent à des choses beaucoup plus sauvages. Il y a moins d'accidents aussi, c'est moins dangereux. Bon, ça, je passe. Ça, je vais passer aussi. Ça, c'est des exemples à Berlin. Et alors, par rapport à Berlin, je voulais juste vous l'évoquer rapidement.
Ouais, c'est bon. Parce qu'à Berlin, il y a un programme que je trouve vraiment intéressant. Ça fait depuis 40 ans, à peu près à un moment ça fait 40 ans que la ville a un programme à l'intérieur de la ville avec plusieurs personnes qui accompagnent les évolutions pour les cours, pour favoriser l'évolution des cours d'école. Et donc, il y a des choses qui sont faites très variées dans de nombreuses cours, mais il y a une chose qui revient systématiquement, et c'est dans le processus, c'est pas dans le résultat. Et dans le processus, il fonctionne systématiquement avec de la co-conception. Donc, en amont, avec les équipes éducatives, avec les différentes personnes qui sont concernées par ça, que ce soit de l'entretien, des espaces verts, de l'équipe éducative, des parents d'élèves et des enfants, ils vont mettre en place un suivi, et avant de commencer tout projet, ils vont vérifier que l'équipe au sens très large est partante pour le projet et a envie de faire évoluer ces espaces-là. Et à partir du moment où ils ont ça, ils vont commencer à faire quelque chose. Mais en tout cas, ça va dans ce sens-là et pas à l'envers. Et donc, le résultat, ça donne des cours qui sont pas très ordonnés. Ça donne des cours où il n'y a finalement pas beaucoup d'herbes, et c'est pas du tout un jardin à la française. Mais par contre, le paysagiste qui bosse sur ces cours à Berlin, il disait que c'est des cours qui sont bien pour jouer, qui sont bien pour les enfants. Et ça, c'est intéressant. Et c'est aussi un changement dans la façon de faire les cours. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le petit muret, là. Il n'est pas droit du tout. Et donc, au départ, quand il demandait aux personnes des travaux, vous faites un muret, mais qui ne soit pas droit, quoi. Ça leur paraissait complètement aberrant, mais en même temps, un muret droit, c'est quand même moins drôle qu'un muret qui est irrégulier. Une ligne droite, c'est moins intéressant qu'une ligne courbe. Et donc, c'est aussi une autre façon de faire avancer les choses. Et dans ces espaces-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en gros, par exemple, pour ce paysagiste, pour lui, le scandale absolu d'une cour, c'est bien sûr plat et vide, mais c'est une cour où il n'y a aucun arbuste. Parce qu'en fait, les arbustes, c'est ce qui fait des frontières, des espaces, des petites chambres, des petites pièces dans la cour. Et c'est ce qui va séparer les espaces. Et donc, d'avoir plusieurs espaces, c'est important. De ne pas pouvoir tout voir d'un coup comme ça, mais d'avoir un petit coin où on peut jouer à quelque chose, un petit coin où on peut s'isoler, un petit coin où on peut parler, un petit coin où on peut jouer au foot aussi, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ça soit en plein milieu, quoi, etc. Et là, on voit, il y a des petites estrades aussi. Et ce qui est intéressant dans un lieu comme ça, c'est que les enfants, ils vont être dispatchés partout, et ils vont avoir des chemins dans tous les sens, alors que des chemins, on ne peut pas créer des chemins dans une cour en goudron, bien sûr. Et ça, c'est une balançoire que je trouvais assez amusante. C'est de la conception du paysagiste en question, où ils peuvent être plusieurs et donc ils peuvent papoter, ils peuvent se balancer, etc. Parce que quand il y a une seule balançoire, tout le monde se bat, quoi. Pour la paix dans les ménages. Alors, ça, c'est un petit exemple. Ça, c'est dans une cour à Dijon. Et en fait, là aussi, c'est la directrice d'école, quand elle est arrivée, c'était une école maternelle. Et la cour venait d'être faite, elle était flambante neuve, et il n'y avait rien de rien, et il n'y avait plus de bac à sable, parce que pour des considérations hygiénistes, on enlève les bacs à sable. Donc elle était assez désespérée, et en fait, l'école qui était attenante, c'était une école élémentaire, où il y avait un petit espace vert qui n'était pas utilisé, parce que souvent, dans les cours en France, en fait, on n'a pas beaucoup de verre, mais quand il y en a, souvent, il y a des petites barrières pour pas qu'on y aille, pour le protéger. Donc là, et donc ça, cet espace, il était très peu utilisé, donc elle a pu l'utiliser. Et en gros, c'est un aménagement plutôt frugal, comme vous pouvez voir. Et donc, il y a quelques bouts de bois, etc. Et donc, ils font classe d'or très souvent, je crois que c'est 2-3 fois par semaine, qu'ils vont passer la matinée là-bas, dans cet espace. Il y a aussi un autre exemple, par exemple, à l'Académie de Bordeaux, où pareil, ce sont des parents d'élèves qui ont proposé de faire évoluer l'espace. Il y a eu une petite aide de la mairie aussi, et ils ont pu faire quelque chose de vraiment intéressant aussi. Et cette participation des parents, etc., c'est quelque chose qui se fait notamment beaucoup en Belgique, et qui est intéressante parce que ça permet de faire vraiment évoluer les espaces, parce que là, on se retrouve en France avec de très nombreuses collectivités qui se disent on va changer toutes les cours, on va faire des trucs super, mais c'est des gros budgets, et donc c'est lourd, mais en fonctionnant différemment, on pourrait faire des choses vraiment intéressantes, et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient très intéressées de participer et d'être inclus aussi
dans ce qui se passe dans l'école, et notamment dans l'école de leurs enfants. Par rapport à toutes les cours qu'on a vues là, pas celles toutes goudronnées, mais celles qui, moi en tout cas, me donnent un peu plus envie, elles peuvent donner envie, elles peuvent aussi faire peur. Donc il y a vraiment cette question du risque qui revient systématiquement, et tout à l'heure vous en parliez dans l'introduction, il y a cette notion de aujourd'hui ce qu'on veut, c'est éliminer le risque. Il faut qu'on arrive à un risque zéro. Mais on sait que le risque zéro, ça n'existe pas. Enfin, à moins d'être mort, on peut toujours se passer quelque chose. Donc par rapport à ça, pour moi, il y a vraiment deux choses importantes. Il y a, dans toutes les interdictions qu'on a dans les cours d'école, dans le réaménagement des cours, etc., il y a des choses dont on a l'impression qu'elles sont interdites parce qu'elles sont comme ça en France, ou elles sont comme ça dans les cours d'école à côté de chez nous. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en fait pas interdites, mais qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc la première chose, je pense qu'il est important de se questionner, c'est de se dire, est-ce que ça, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, ou est-ce que c'est vraiment interdit? Est-ce qu'il y a un texte qui dit qu'on n'a pas le droit de faire ça? Est-ce qu'il y a un texte qui dit que les arbres dans les cours de récréation, elles doivent avoir aucune branche basse? En fait, je crois qu'il n'y en a pas. Mais par contre, on a l'habitude de ça et on ne voit jamais des enfants grimper aux arbres dans les cours d'école en France. Mais en fait, ça serait possible. En tout cas, ce n'est pas interdit. Et l'enseignante avec qui j'ai écrit le livre, Christelle Ferjou, à un moment, je lui posais la question, est-ce qu'on a le droit de faire des feux dans les cours de récré? Et elle est conseillère pédagogique et tout ça, c'est pas du tout une révolutionnaire, elle est très tranquille. Elle me dit, bah oui, bien sûr, on peut faire des feux dans les cours de récré. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Je dis pas qu'il faut faire des feux partout, mais en tout cas, on peut s'autoriser beaucoup plus de choses que ce dont on pense. Donc ça, c'est la première chose. Et après, par rapport au risque zéro et au danger, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant, il y a un appel, j'ai passé vite fait le diapo tout à l'heure, c'est un appel qui a été lancé par une association internationale pour les cours de récréation, ça s'appelle l'ISGA, et l'appel, ça dit « il faut des cours aussi sûrs que nécessaires et pas aussi sûrs que possibles ». Parce qu'en fait, entre le nécessaire et le possible, donc nous en France, on va essayer d'aller vers le possible, et entre le nécessaire et le possible, on enlève de très nombreuses possibilités aux enfants. Et donc c'est là où les balançoires elles disparaissent, c'est là où les bacs à sable ils disparaissent, c'est là où on goudronne les pieds d'armes, c'est là où en fait où il n'y a plus rien, quoi. Donc si on arrivait à pousser le curseur pour revenir du possible au nécessaire par rapport au risque, on pourrait faire beaucoup de choses dans ces espaces. Et sachant aussi que le risque, comme on a vu tout à l'heure avec la scie, c'est bien sûr qu'il y a une dose de risque, mais c'est un risque qui est intéressant et c'est un risque qu'il faut qu'on prenne parce que nos enfants, quand ils commencent à marcher, eh ben on va les lâcher et on va accepter qu'ils tombent pour apprendre à marcher. Et si on ne le laisse pas tomber, ils ne vont pas pouvoir apprendre à marcher. Et en fait, il faudrait qu'on les laisse encore un tout petit peu plus loin pour prendre d'autres risques et pour acquérir aussi leur autonomie. Donc là, c'est pareil, c'est à Dijon. Donc il y a des petits rondins et donc ils vont se mettre dessus, ils vont les faire rouler, ils vont monter sur la butte, etc. Enfin bref. Dernière partie, là j'en ai pour 3 minutes et après je laisse la parole. Je voulais terminer là-dessus parce que pour moi les cours de récréation c'est quelque chose qui est très important et c'est un levier dont doivent s'emparer les collectivités, les cours de récréation dans les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi les espaces autour des crèches, etc. bien sûr. Mais on peut aussi, et les enseignants peuvent aussi s'emparer de ça, on peut sortir, faire classe ailleurs que dans la salle de classe, et on peut faire ça dehors. Et ça se développe de plus en plus en France. Ça, c'est une capture d'écran d'un petit film qui avait été fait au moment où Christelle Ferjou dans les Deux-Sèvres avait commencé à faire classe dehors. Et donc ça, c'était en même temps que l'école qu'on a vue à Strasbourg, l'école Jacqueline, où il y a d'autres enseignants qui se sont dit on veut offrir du dehors aux enfants. Bah, elle avait un espace à côté de son école, donc elle n'a pas touché à la cour, mais elle a investi un espace de la commune juste à côté de son école. Donc ça, c'est le même espace, c'est pas une forêt, c'est pas incroyable, mais c'est quand même beaucoup plus riche qu'une salle de classe, pardon. Aussi décorée soit-elle, etc. Ça, c'est à Laval. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans cet espace-là, c'était assez caricatural. Il y avait l'école, il y avait quelques barres d'immeubles, et il y avait un énorme espace naturel de 15 hectares, magnifique, et juste derrière la grille de l'école, de la cour de récréation. Et en fait, ils y allaient une fois par an, ils ne savaient pas trop quoi y faire. Et finalement, il y a une enseignante
qui s'est dit ah bah, moi aussi je vais mettre en place cette classe dehors régulière. Et elle a commencé à le faire et elle a fait ça une année. Elle en a tellement parlé à tous ses collègues que maintenant tous les collègues y vont toutes les semaines dans cet espace qui est collé à l'école et qui était un espace qui était là mais qui n'était pas utilisé ni par l'école. Et résultat, maintenant eux ils y vont et les familles aussi y vont plus. Enfin, parce que l'idée, la question, c'est pas seulement est-ce qu'il y a des espaces, c'est est-ce qu'on s'approprie ces espaces et est-ce qu'on s'autorise à y aller. Et ça, c'est à Paris aussi, parce que ça peut se faire aussi dans les grandes villes, parce qu'il y a aussi des espaces verts dans les grandes villes. Et ça se développe. Ça se développe de plus en plus et ça se développe surtout depuis un an. Ça a vraiment commencé à exploser avec la suite, après le premier confinement où tout le monde avait l'impression de mourir à l'intérieur. Et les contraintes étaient telles au retour à l'école qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se sont dit comment je vais faire pour offrir un cadre qui soit à peu près humain aux enfants. Et donc ils ont commencé à plus sortir. Et depuis, il y a aussi le sujet commence à faire parler de lui, comme le cours des récréations qui commence aussi à devenir un sujet en France. Et c'est une bonne nouvelle. Donc ça, pareil, c'est à Paris. Un petit mot, on a lancé une action qui s'appelle La classe dehors avec un site internet au printemps dernier pour aider les enseignants qui ont envie de faire classe dehors avec des webinaires, des ressources partagées, de la mutualisation de connaissances, du partage d'expériences, etc. Et donc on a réuni une coalition avec de nombreuses organisations qui sont d'éducation à l'environnement, des assos de collectivités, de l'éducation populaire, etc. Et donc on commence à faire des choses comme ça avec une carte participative, avec des webinaires, un agenda, etc. Donc s'il y en a qui sont intéressés, allez sur le site et vous pouvez vous inscrire. Et dernier truc, ça je trouve c'est intéressant aussi parce qu'en France on a un système qui est assez hiérarchisé et ça c'était un mail qui avait été envoyé par Monsieur Blanquer à tous les personnels de l'éducation en fin avril dernier. Et donc il disait, je cite, « Vous pourrez notamment conduire davantage d'activités ou faire cours en extérieur. » Et c'est ça, les classes en plein air sont bénéfiques sur le plan sanitaire, elles le sont aussi sur le plan éducatif. Donc là, on a une validation officielle du ministre qui dit que dehors, c'est sérieux et qu'on apprend aussi. Donc, espérons que le message passe et que ça devienne de plus en plus légitime. Voilà. Et voilà, c'est tout. Et ça, c'est un enfant à Paris qui a le droit de monter sur une branche et de prendre des bâtons. Et ça fait du bien.